En 1932, la marine de guerre du Brésil se trouvait dans un état vraiment déplorable, car l'escadre de surface datait de 1910. C'était un des navires du début du siècle qui avait non passé une très longue période à rester au port. Ils n'avaient pas beaucoup navigué. Ils avaient beaucoup navigué et accumulé de nombreux dommages. À ce moment-là, l'escadre de guerre de l'Argentine et aussi celle du Chili étaient dans des conditions bien meilleures que celles de la marine du Brésil. Et par conséquent, le commandant de la marine, l'amiral Protogénès Guimara, a présenté à Getúlio Vargas un nouveau plan appelé Escadre de 1932. Dans ce nouveau plan, l'amiral Protogénès prévoyait la reprise de la construction navale militaire au Brésil, c'est-à-dire reprendre la construction de navires de guerre qui avaient été interrompus à la fin du XIXe siècle. Et tout cela se faisait dans le nouvel arsenal de guerre d'Ilha das Cobras. En 1936, cette construction a commencé avec le Monitor Parnaíba. Et en 1937, l'année suivante, a commencé la construction dans l'arsenal de guerre d'une classe de contre-torpilleurs ou destroyers de 3 navires, appelée classe Marcelo Dias. Cependant, cette même année, 1937, la marine de guerre argentine a passé une commande au chantier naval britannique. Une commande de 7 contre-torpilleurs, 7 destroyers de la classe G de la Royal Navy. Cette classe G avait été introduite dans la marine royale britannique en 1933 et avait été légèrement améliorée dans la classe H en 1934. C'étaient vraiment des navires qui représentaient l'avant-garde de la construction navale militaire à l'époque. Et maintenant, la marine argentine achetait pas moins qu'une classe de 7 navires qu'elle a nommée classe Buenos Aires. Ces navires ont été livrés à la marine argentine à partir d'avril 1938. Et bien sûr, cela n'allait pas passer inaperçu ici au Brésil, non. Cette même année, en 1938. Alors, le gouvernement brésilien a commandé auprès des arsenaux britanniques une nouvelle classe de contre-torpilleurs basée sur la classe H, qui serait connue sous le nom de classe Javari. Les 6 navires de cette classe seraient le Javari, le Jutai, le Jurua, le Japura, le Juruena et le Jaguaribe. Ils pesaient 1350 tonnes, chacun mesurait environ 98 mètres de long et étaient propulsés par 2 turbines à vapeur par 100 qui produisaient ensemble 34 000 chevaux de puissance. Ils embarquaient 152 membres d'équipage et étaient armés de 4 tourelles indépendantes de 120 mm appelées tourelles A, B, X et Y. Il était également équipé d'un ensemble de mitrailleuses de calibre 50 pour la défense anti-aérienne, et aussi 4 lance-torpilles, ainsi qu'un lanceur de charge de profondeur à la poupe du navire. Le premier navire à être lancé à la mer fut justement le Javari, le 17 juillet 1939. Et le 1er août de cette année-là, le deuxième navire, le Juruena, a été lancé. Le contre-torpilleur, ou destroyer Juruena, est le protagoniste de notre histoire. Il a été assemblé par le chantier naval Johnny Thorncroft et compagnie de Wolstone, dans le Hampshire, au Royaume-Uni. Et ce jour-là, le 1er août 1939, il a été baptisé, ayant pour marraine Madame Heitora Gallians, épouse de l'un des officiers de la marine qui accompagnait la construction de la classe de contre-torpilleurs. Et quand on dit qu'un navire a été mis à l'eau, cela signifie qu'il flotte désormais. Et donc, pour qu'il entre en service, il ne reste plus que l'installation finale des équipements, des capteurs et de l'armement. Mais justement, au moment où le Juruena achevait l'assemblage final de ses composants, un événement appelé la Seconde Guerre mondiale a commencé. Lorsque les Britanniques sont entrés dans le conflit, le 3 septembre 1939 seulement, 48 heures après cette déclaration de guerre. Le gouvernement brésilien a été soudainement informé que la Royal Navy, la marine royale britannique, avait réquisitionné pour le service les 6 destroyers, les contre-torpilleurs de la classe Javari, et que le gouvernement britannique était à ce moment-là donc en train de rembourser automatiquement le gouvernement brésilien pour tout l'investissement qui avait été fait pour acheter les 6 navires.
Ce même jour, le 5 septembre 1939 donc, la classe Juruena est devenue la nouvelle classe avant de la Royal Navy. Et le contre-torpilleur Juruena est donc devenu automatiquement le nouveau HMS Arty. L'installation des armements du Arty a été achevée le 22 janvier 1940 et le nouveau navire a été placé sous le commandement du commandant Donald McIntyre, qui terminerait la guerre comme l'un des officiers de la lutte anti-sous-marine les plus performants de la Royal Navy. Mais là, un problème est survenu. Parce que le nom choisi pour le Juruena, HMS Arty, ressemblait beaucoup au nom d'un autre destroyer déjà en service, le HMS Hardy. Et pour éviter toute nouvelle confusion, le navire a reçu le 27 février 1940 son nom définitif, HMS Hesperos. Eh bien, l'assemblage des 6 anciens destroyers de la classe Javari, désormais classe avant, a été achevé au tout début de 1940. Et ces 6 nouveaux navires ont constitué la 9e flottille de destroyers. Cette 9e flottille a donc été envoyée à la base navale de Scapa Flow, dans le nord du Royaume-Uni, pour protéger l'escadre de bataille qui y était basée. Et c'est au mois d'avril 1940 que commença la campagne de Norvège, au cours de laquelle l'Allemagne et le Royaume-Uni se sont précipités dans ce pays pour voir lequel l'occuperait en premier. Et dans le cadre de ces événements, le 15 mai 1940, le HMS Hesperos a emmené avec lui un contingent de gardes écossais pour les débarquer dans la localité de Mo i Moirana, en Norvège. Ce même jour, le navire a subi ses premiers dégâts au combat. Il a été lourdement endommagé par une attaque de Stuka, même s'il n'a pas coulé et a réussi à retourner au Royaume-Uni pour être réparé. Après ces réparations, l'Hesperos a été réaffecté en Écosse pour escorter des navires dans l'Atlantique. C'est alors qu'a eu lieu le premier changement de commandement du navire, lorsque McIntyre a quitté le navire et a été remplacé par le commandant Arthur Tate. Peu de temps après la nomination de Tate, l'Hesperos a été envoyé en Méditerranée, où il a rejoint la célèbre Force H, qui escortait des convois pour approvisionner l'île de Malte. À ce moment-là, sous de violentes attaques de la Luftwaffe et de la Regia Aeronautica italienne. Après plusieurs missions dans ce théâtre d'opération, en août, l'Hesperos a été ramené dans l'Atlantique, où il a escorté le cuirassé HMS. Prince of Wales qui transportait le Premier ministre Winston Churchill pour une conférence avec le président américain Franklin Roosevelt au large des côtes canadiennes. Et bien sûr, jusqu'à ce moment-là, l'Hesperos avait déjà vu beaucoup d'actions, mais sa carrière comme fléau des U-boats n'avait pas encore commencé. Et regardez, c'est justement le 7 décembre 1941 que cette carrière a commencé. C'est bien ce à quoi vous pensez, le même jour que l'attaque japonaise sur Pearl Harbor à Hawaï, qui a entraîné directement les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Là-bas dans l'Atlantique, à l'ouest de Gibraltar, le HMS Hesperos a localisé et lancé des charges de profondeur contre le sous-marin allemand U-208. L'attaque de l'Hesperos a été totalement fatale, ne laissant aucun survivant parmi l'équipage de 45 marins allemands, environ 5 semaines après cela, le 15 janvier 1942. Là, à proximité de l'archipel portugais des Açores, le commandant Tate a alors localisé à la surface le sous-marin allemand U-93, et le gars n'a pas hésité une seconde. Il a immédiatement ordonné l'éperonnage du sous-marin avec la proue de l'Hesperos. Et c'était une tactique assez répandue parmi les commandants britanniques, passer littéralement sur le sous-marin avec la coque du navire. Le choc entre l'Hesperos et le U-93 a été si violent que le commandant du sous-marin et son premier officier, qui se trouvaient dans le kiosque, ont été projetés en l'air et sont tombés dans le canot de sauvetage qui était attaché derrière la passerelle de l'Hesperos. Imagine une scène pareille. Après être passé au-dessus du sous-marin, Tate a alors ordonné le lancement de charges de profondeur et a également ouvert le feu avec les batteries de 120 mm. Cette attaque a alors forcé tout l'équipage à abandonner complètement le sous-marin. Et cette fois, l'équipage de l'Hesperos a réussi à capturer tout l'équipage ennemi de 40 hommes, partant immédiatement pour Falmouth afin d'effectuer les réparations nécessaires à la proue du navire. Les réparations ont été effectuées entre février et avril 1942, et lorsque le navire est finalement retourné en service, le commandant McIntyre avait repris le commandement.
Bien qu'il ait escorté plusieurs convois tout au long de l'année 1942, le succès ne viendrait pour lui qu'à la toute fin du mois de décembre. Plus précisément le 26 décembre 1942, lorsque, à 300 km à l'ouest de l'Écosse, le HMS Hesperros détecte le sous-marin U-357 naviguant en surface. Alors, avec le destroyer HMS Vanessa, il fonce une fois de plus sur l'ennemi pour l'éperonner. McIntyre passe avec une telle violence au-dessus du sous-marin qu'il finit par déchirer un quart de la longueur de la coque de l'Hesperros lors de cette action. Mais il endommage aussi mortellement le sous-marin ennemi, causant la mort de 36 de ses 42 membres d'équipage. L'Hesperros parvient à regagner Liverpool en se traînant, où il subit 3 mois de réparation pour restaurer l'intégrité de sa coque, reprenant du service le 17 mars 1943, et un peu plus d'un mois plus tard, le 23 avril de cette année-là, alors que l'Hesperros escortait le convoi ONS 4. Il repère, grâce à son sonar, au sud-est du Groenland, le sous-marin allemand de type 9, CLU 191, et il attaque l'ennemi avec des charges de profondeur, provoquant la mort des 55 membres d'équipage. Enfin, seulement environ 3 semaines plus tard, le 12 mai 1943, alors qu'il escorte le convoi SC Saint-29 au nord-ouest des Açores, McIntyre repère l'U-Saint 91. Hesperros lance les charges de profondeur depuis l'Hesperros et, une fois de plus, provoque la perte totale de l'équipage du sous-marin allemand. McIntyre reste aux commandes de l'Hesperros jusqu'en mars 1944, puis il passe le commandement à George Legasec. Et c'est cet officier qui conduit l'Hesperros lors d'une mission funèbre en juillet 1944 pour inhumer en mer le corps du capitaine Frederick John Walker, surnommé Johnny Walker, précisément à cause du célèbre ISC, et qui fut l'officier de guerre anti-sous-marine le plus performant de la Royal Navy, avec pas moins de 20 sous-marins coulés. John Walker avait été le commandant du légendaire HMS Starling et, après une longue et intense carrière dans les patrouilles anti-sous-marines dans l'Atlantique, il est mort à l'âge de 48 ans, victime d'un AVC, le 7 juillet 1944. Victime d'épuisement. Le vaillant HMS Hesperros a continué sa mission d'escorter des convois à travers l'Atlantique jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et au mois de mai 1945, il a même escorté un groupe de U-boats qui s'étaient rendus en Écosse jusqu'à leur base finale pour le démantèlement en Irlande du Nord. Le 27 mai, il a également escorté le gouvernement norvégien qui retournait enfin à Oslo après près de 5 ans d'exil. Et puis, le 18 février 1946, le HMS Hesperros passe en réserve de la Royal Navy. Victorieux de la guerre, mais financièrement ruiné, le Royaume-Uni n'a alors tout simplement pas les moyens de maintenir toute cette énorme flotte de temps de guerre. Et le 17 mai 1947, le HMS Hesperros connaît le même destin que d'innombrables autres frères d'armes, la démolition. Et la vaillante classe Javary, qui est devenue, en raison de la guerre, la classe avant de la Royal Navy britannique, a vu pas moins de 50 de ses navires, dont 3 ont été coulés pendant la guerre par l'action de sous-marins allemands. 2 autres ont survécu à la guerre et ont été démantelés en 1946, ne restant finalement que le HMS Hesperros, qui est parti pour la démolition en 1947. Mettant ainsi définitivement fin à l'histoire de cette classe de navires anglo-brésiliens si intéressant. Alors dis-moi, connaissais-tu déjà l'histoire du HMS Hesperros, de la classe Javary, qui est devenue la classe avant de la Royal Navy britannique? Raconte-nous dans les commentaires. N'oublie pas de voir le programme et de t'inscrire aussi, au cours Luftwaffe du 1er au dernier jour, que nous allons commencer bientôt, pour que tu puisses enfin tout savoir sur l'histoire de la force aérienne allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Clique sur le lien dans la description ou scanne le QR code à l'écran, parce que je t'attends là-bas. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis, mais mets aussi un pouce bleu pour nous. N'oublie pas de t'abonner à Sala de Guerra pour ne rien manquer.
Je vais m'arrêter ici. Merci encore pour ton audience et une grosse accolade de salade de guerra.